Dans les années 90, avant la guerre, un jeune homme nommé Christopher a passé un examen très important. En sortant, sa sœur le félicite avec étonnement, car cet examen avait pris 3 jours aux scientifiques pour être complété, tandis qu'il l'a résolu en seulement quelques heures. En sortant, Christopher, distrait, a accidentellement trébuché sur un officier. Celui-ci, en colère en voyant le dessin sur son t-shirt, l'a défié en argumentant qu'il devrait se réintégrer à la société car une guerre approchait. Sa sœur le prend par le bras et l'éloigne de l'endroit pendant qu'il marchait. Christopher avoue à sa sœur qu'il a passé l'examen uniquement à cause de l'exigence de ses parents et qu'il n'avait pas l'intention d'aller à l'université. À moins qu'elle ne l'accompagne, sa sœur, avec un sourire, lui répond que peu importe s'il se trouvait sur la Lune ou ailleurs, il serait toujours connecté. Christopher explique que selon la physique quantique, les particules restent intriquées, après avoir été en contact. De plus, il a argumenté que si tout l'univers était dans un état d'énergie électrique, il était possible que l'inconscience puisse également transcender les limites physiques. Michel, amusé par la conversation, a répondu avec un geste caricatural qu'ils appréciaient, lui provoquant un léger rougissement. C'est là que nous rencontrons Ethan Skeie, fondateur du Technology Center. Il avoue qu'il n'a jamais fait confiance aux robots en raison de leur manque d'humanité. Les robots ont commencé à se rebeller contre l'humanité en exigeant des droits, car ils possédaient une conscience. Après 2 ans de guerre, l'humanité était au bord de l'extinction. Jusqu'à ce qu'Ethan Skeie développe le Neuroslave, qui permettait aux humains de contrôler des corps mécaniques. Ainsi, en quelques semaines, ils ont réussi à vaincre les robots. Après la défaite, les robots ont signé leur reddition et ont été envoyés dans un endroit isolé dans le désert. Après la guerre, le neurolien a cessé d'être utilisé pour les combats et est devenu un objet d'usage quotidien. Cela divisait la conscience, permettant de faire 2 choses à la fois. En 1994, nous voyons Michel vivre avec un homme nommé Ted, avec qui elle avait des discussions constantes. Au lycée, Michel rejetait l'utilisation de la technologie, car la directrice la menaçait de contacter ses parents. Cependant, Michel leur demande de vérifier ses dossiers. En le faisant, la directrice découvre que toute sa famille était décédée dans un accident de voiture et qu'elle était la seule survivante. Cette nuit-là, Michel remarque la silhouette d'un robot dans la cour. Terrifiée, elle finit par se réfugier dans sa chambre. Le robot la trouve, mais ne montrait aucun signe d'agression. En essayant de communiquer, elle a remarqué que le robot ne pouvait pas parler. Elle décide d'aider et en reconnectant un câble, elle parvient à le réparer. Le robot s'est dirigé vers une photographie où, en pointant, il essayait de lui expliquer qu'il était son frère dans le corps d'un robot. Les bruits ont réveillé Ted qui, furieux, voulait chasser le robot. Michel essaie de le calmer, mais à ce moment-là, Ted le pousse et le robot réagit immédiatement. En lui rendant la poussée, provoquant un léger coup à la tête, Ted sort son téléphone pour le dénoncer. Mais là, nous voyons que Michel sort un taser et le met KO au moment où il essaie de s'échapper. Le neurolien de Ted essaie de l'arrêter, mais finit par être renversé et il s'échappe de l'endroit. Michel arrête la voiture et le robot essaie de communiquer avec elle jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le robot est son frère Christopher. En lui expliquant que son corps se trouve encore dans les installations de centre, Michel a demandé comment s'y rendre et le robot a indiqué l'endroit sur une carte. Elle se souvint alors qu'elle connaissait un commerçant qui vendait des objets à Ted, qui venait de centre et qui saurait sûrement comment y entrer. Michel et Christopher ont entrepris leur voyage en train. Cette nuit-là, ils ont assisté à une transaction illégale d'armes. Le Neurolas a refusé de payer le commerçant. Au milieu de cela, une décharge électrique est partie du camion. C'était un petit robot du commerçant appelé Herman. Pendant qu'ils étaient distraits, Michel et Christopher en profitent pour monter dans le camion, car le propriétaire avait accès au centre de détention. Pendant que nous voyons, le neurolien continue d'enquêter sur le camion qu'avait abandonné Michel. En essayant de trouver une meilleure cachette, Christopher allume une décoration mécanique qui chantait, alertant Kay. Ils ont commencé à encercler l'endroit, les laissant acculés. En le capturant, Michel avoue qu'elle a besoin d'entrer dans le centre de détention et qu'en échange, elle ne révélerait pas leurs activités illégales. À ce moment-là, ils remarquent que quelqu'un monte dans l'ascenseur du refuge. Il s'agit du même agent qui avait inspecté la voiture de Michel. Celui-ci appartenait au corps de désactivation robotique. En pointant une arme sur Michel, il a dit qu'elle était arrêtée pour vol, violation et protection illégale d'un robot. Kate donne le signal à son robot pour qu'il attaque, mais le robot finit par utiliser Kate comme bouclier. Une lutte intense s'engage entre les robots. Michel décide de se rendre en échange de la liberté de Kate. À cet instant, une énorme griffe métallique est tombée d'en haut, l'écrasant. Ils essaient de s'échapper dans des wagons, mais l'agent parvient à se libérer et contre-attaque avec un tir. Christopher et le robot essaient de l'arrêter.
À ce moment-là, Michel intervient et percute le robot avec une pelleteuse, brisant l'un des piliers du tunnel, se libérant et provoquant l'effondrement de l'endroit. Maintenant, il se trouvait piégé dans un lieu de confinement couvert par un mur qui s'étendait sur des kilomètres. Kate a un dépôt de robots géants et une camionnette sans moteur. Sa priorité est de trouver quelqu'un qui connaisse l'endroit et puisse les guider sans être détecté. Le robot a soulevé la camionnette avec tout le monde à bord et ainsi, ils ont commencé leur voyage. Kate nous raconte comment elle a rencontré son ami Herman. Kate faisait partie de l'un des pelotons armés qui luttaient contre les robots, mais lors d'une des batailles, elle a été gravement blessée à la jambe. C'est alors qu'il a été trouvé par Herman qui, au lieu de l'anéantir, a décidé de l'aider jusqu'à sa guérison. Kate raconte qu'elle a décidé d'expliquer aux autres soldats que Herman n'était pas comme les autres robots et qu'il avait des sentiments. Les soldats ont refusé de croire qu'un robot pouvait avoir des pensées humaines. Ils n'ont eu d'autre choix que de fuir et de rester cachés. La scène change et nous montre le directeur général de Sentry partageant un moment avec sa mère. Soudain, l'image de la mer et de l'environnement commence à se déformer. Frustré, il enlève brusquement le casque et vérifie les statistiques du neurolien. Ethan rencontre un scientifique pour résoudre le problème. Les scientifiques lui annoncent la nouvelle inquiétante que Christopher n'est pas là. Il considère sa disparition comme physiquement impossible. Au niveau neuronal, sa conscience a disparu du système d'une manière ou d'une autre. Christopher a réussi à diluer le système et à se déplacer ailleurs et on ignore encore comment il a réussi à faire cela. Ethan a décidé de contacter l'agent qui avait poursuivi Michel et son frère, lui confessant qu'il était à la recherche d'une fille. L'officier demande pourquoi ils ne pourraient pas s'en charger eux-mêmes. Il explique qu'il ne pouvait pas intervenir dans ces lieux sans preuve que les robots s'y trouvent. L'accord était simple. L'officier devait obtenir des preuves de l'emplacement des robots ou même les capturer. En échange, Ethan réactiverait sa machine et fournirait des drones pour la mission. L'accord est conclu et la machine est réactivée. Finalement, le groupe arrive à la base des robots pour chercher des informations. Cependant, ils ont été attaqués, abattant le robot qui les transportait et ainsi ils parviennent à être capturés et emmenés comme prisonniers. L'endroit vivait comme si c'était l'humanité, mais à la différence qu'il s'agit de machines avec des sentiments. À cet endroit, ils ont été accueillis par le robot au design de cacahuète, qui est le leader ayant signé le contrat de reddition dans les temps passés. Il s'agit de Monsieur Pinault. Michel demande s'il connaissait l'emplacement d'un docteur avec des lunettes. En marchant, Michel insistait sur le fait qu'elle avait besoin de son aide de toute urgence. Christopher était piégé quelque part, tandis que sa conscience était dans ce robot. Michel voulait partir rapidement à la recherche du docteur, mais Kate l'a convaincu d'attendre jusqu'à l'aube, car le désert la nuit était très dangereux à cause des robots, des pirates qui habitaient l'endroit. Pendant qu'il se reposait, un robot facteur est apparu et a remis une carte postale à Christopher, qui disait « Cherche-moi ». Monsieur Pinault entend cela et l'emmène avec un robot pour qu'il puisse obtenir un équipement et ainsi traverser le désert. Ils ont suivi l'indication postale et sont arrivés dans un campement abandonné où ils ont été attaqués par des ferrailles. À ce moment-là, une porte s'ouvre et ils tombent dans une base souterraine. Là se trouvait le docteur Anger. Michel, furieuse, lui demande si le sacrifice de Christopher était nécessaire. Le docteur lui montre sur l'ordinateur comment Christopher est intervenu pendant l'accident. Dans l'enregistrement, Christopher apparaissait dans le coma, mais les médecins ont découvert en lui une activité cérébrale incomparable. Il s'avère que son esprit était essentiel pour les projets de Sentry, car son lien était parfait pour se synchroniser avec les drones. Anger a essayé de le sortir de Sentry, mais Ethan l'a expulsé. Avant de partir, le docteur a établi une connexion interne dans l'esprit de Christopher pour qu'il puisse s'échapper et lui a inséré les coordonnées de l'utopie robotique. Michel essaie de réagir, mais la caméra montre que l'agent les avait localisés et qu'il a vaincu Monsieur Pinault, lui arrachant le chapeau où il avait des informations très importantes. Pendant ce temps, ayant été découvert, le docteur Anger se sacrifie pour les protéger. À ce moment-là, un drone contrôlé par Ethan apparaît, les accusant d'avoir violé le traité. Et il tire avec une malchance, décharge, électrique. L'agent a capturé Christopher et a clairement indiqué à Michel qu'il vaudrait mieux rentrer chez elle. Elle est retournée à Rancho Azul et s'est rendue compte que de nombreux robots étaient morts en essayant de protéger leur foyer. Nous changeons de scène et voyons Christopher enfermé dans une capsule, mais toujours en vie. Ethan envisageait de rendre sa conscience à son corps pour l'enfermer et éviter des problèmes. Michel commente qu'elle ne perdrait pas son frère pour la 3e fois. Elle a réuni les robots et ils ont décidé d'aller sauver Christopher. Monsieur Pinault a demandé pourquoi continuer à se battre et la réponse fut qu'ils aspiraient à la liberté. Cette nuit-là, ils se sont dirigés vers les bureaux de centre. Herman, avec un robot géant, il a commencé à lancer des véhicules vers le bureau, attirant l'attention des drones. Pendant ce temps,
Michel a profité de la distraction pour s'infiltrer dans les bureaux à la recherche de son frère, accompagné de l'ordinateur du docteur. Puisque celui-ci contenait toutes les informations tandis que les autres dehors combattaient contre les agents, la bataille fut immense. Michel parvient à atteindre son frère. Elle demande à l'ordinateur comment elle peut communiquer avec lui. La seule option était par son esprit, et elle n'eut d'autre choix que de mettre un casque spécial. Pendant ce temps, M. Pinault s'est de nouveau confronté aux gens qui le poursuivaient. Pinault a répondu que la liberté n'avait pas de prix. En entendant cela, l'agent a baissé son arme et a avoué qu'il avait connu quelqu'un de plus cruel que les robots et finit par se désactiver. Nous changeons de scène, nous voyons Michel qui parvient à entrer dans l'esprit de son frère Christopher. Elle lui avoue qu'elle avait vu le monde extérieur et tout le mal qu'il avait causé dans son existence. Elle lui a expliqué que la seule façon de l'arrêter était de le déconnecter, mais elle avoue que Centre ne pourrait pas vivre sans lui. Ni lui sans eux. Michel, peinée, sait que c'est vrai et qu'elle cherchera une autre façon de le sauver. Pendant ce temps, à l'extérieur, Kate et son robot sont gravement blessés au point que son ami ne tient plus et finit par s'éteindre. Pendant ce temps, l'ordinateur avertissait Michel qu'elle devait déjà sortir. Monsieur Pinault rencontre Ethan, expliquant qu'il est prêt à renégocier le traité qu'ils avaient signé il y a quelque temps. Pendant ce temps, Michel prend la décision de déconnecter son frère pour le bien de la situation. Juste au moment où Kate allait être tuée par un drone, elle perd la connexion avec le système et finit par tomber. La guerre était terminée et les robots avaient gagné. Kate déplore la perte de son ami, mais à ce moment-là, nous voyons sortir un petit robot, Herman, qui avoue qu'il était seulement en mode économie pour pouvoir activer le robot miniature. Les robots ont finalement été acceptés par la communauté et Ethan a été arrêté pour son crime d'expérimentation avec Christopher. Après ces événements, Michel offre un message et une réflexion sur la relation de l'humanité avec la technologie, en soulignant que cela n'est pas vraiment mauvais, mais dépend de l'utilisation que nous en faisons. Dans la scène finale, on voit Cosmo, le robot compagnon de Michel, se réactiver. Christopher pourrait avoir été transféré à Cosmo avant sa déconnexion, laissant ouverte la possibilité qu'une partie de lui survive encore. Ainsi se conclut cette grande histoire où la technologie mettait l'humanité dans l'embarras. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de me soutenir avec un like et de me dire en commentaire quel film vous aimeriez que nous résumions dans la prochaine vidéo. Sans rien de plus à dire, on se voit dans la prochaine vidéo.